Depuis 5 jours, l'armée nigérienne traverse une zone de turbulence au cœur de la fronde. Le bataillon de termites dont les soldats dénoncent des conditions de vie déplorables, salaires impayés, manque d'équipement, privation en tout genre, une situation qui ébranle les plus hauts niveaux de l'institution militaire. Le 12 mai, l'organe législatif malien a abrogé la charte des partis politiques. Si les autorités de transition parlent d'une mesure de régulation, l'opposition y voit une volonté claire d'étouffer le pluralisme politique et réclame un retour à l'ordre constitutionnel. Mardi 13 mai, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au JTI de Tchad Info. L'armée nigérienne est secouée depuis plusieurs jours à Termit, en plein désert saharien à plus de 1500 km de Niamey. Une mutinerie a éclaté le 8 mai. Le bataillon récemment déployé dans cette garnison isolée dénonce des conditions de vie indignes, salaires impayés, manque d'équipement, coupure quasi totale avec le reste du pays. Ce soulèvement met en lumière le malaise profond qui règne dans certaines unités militaires. Au Niger, on ne l'a appris que ce 12 mai. Le bataillon de Termit du nom du massif montagneux qui l'entoure est en ébullition depuis 5 jours. Sous-alimentation chronique, manque d'équipement adéquat, retard dans le versement des salaires et des primes, des sources sécuritaires parlent des centaines de soldats en colère qui dénoncent la dégradation de leurs conditions de vie. Le commandant de la garnison est mis aux arrêts dès les premières heures de la minuterie jeudi 8 mai. Un sergent-chef prend la tête des insurgés dans la base avancée de l'armée nigérienne. Dépêché depuis Zinder, la zone de défense régionale, pour tenter de ramener le calme, le colonel-major Mamanda Lamine va subir le même sort. Puis, le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre se rend en personne à Termit le 9 mai, mais rien à faire. Lui-même est séquestré par les mutants qui finissent par le libérer. Il est rentré le lendemain à Niamey avec, précise des sources sécuritaires, les doléances de la troupe qui exigent que ce soit le ministre de la Défense qui vienne les voir. Ce soulèvement de Termit témoigne, selon des observateurs, d'un sentiment de ras-le-bol au sein de la grande muette qui a l'impression d'être abandonnée à elle-même. Du côté de la junte à Niamey, où on craint la contagion au sein d'autres unités sur le front, c'est jusqu'ici le silence radio. C'est officiel depuis le 12 mai, le Conseil national de transition malien, organe législatif dominé par les militaires, a voté la suppression de la charte des partis politiques. La junte évoque une volonté de régulation, mais l'opposition y voit une tentative de museler la vie politique. Elle dénonce une dérive autoritaire et réclame un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Avec 130 voix pour et 2 abstentions, les membres de l'organe législatif installé par les militaires au pouvoir ont adopté ce 12 mai le projet de loi supprimant au Mali la charte des partis politiques. La semaine dernière, la junte malienne avait déjà suspendu les activités des formations politiques, invoquant une raison d'ordre public. Pour le pouvoir, l'abrogation de cette loi ne met pas en cause l'existence des partis, mais s'inscrit dans une volonté d'arrêter leur prolifération. Le ministère malien de l'administration territoriale rappelle qu'environ 300 partis politiques sont officiellement enregistrés. De son côté, l'opposition malienne ne fait pas la même lecture de la décision gouvernementale. Ses leaders sont vent debout et ont déjà organisé à Bamako conférences de presse et manifestations pour refuser ce qui apparaissait déjà pour eux comme une stratégie pour dissoudre les partis politiques. Les opposants réclament également le retour à l'ordre constitutionnel. Ce lundi 12 mai, dans une plume trempée dans le vitriol, Maître Mamadou Ismaïla Konaté, avocat malien et ancien ministre de la Justice, qualifie la mesure de coup d'État juridique et fermeture politique. Ce n'est pas une réforme, c'est un rap, a-t-il ajouté. Les autorités gambiennes ont publié dimanche 11 mai la liste des biens saisis et vendus de l'ex-président Yahya Jammeh, aujourd'hui en exil en Guinée équatoriale. Une démarche qui suscite l'indignation de l'opposition et de la société civile. Elle dénonce une vente effectuée sans consultation ni transparence. Des manifestations ont éclaté à Banjul pour dénoncer ce qu'elle considère comme une expoliation injustifiée. Évalués à 270 millions d'euros, les biens se composent essentiellement des véhicules de luxe, villas, tracteurs ainsi que du bétail, confisqués et vendus à l'issue des travaux de la commission d'enquête Jammeh. L'inventaire publié dimanche révèle la présence d'actifs financiers d'environ 6,6 millions d'euros, en plus d'actions de la société de téléphonie mobile Communion Gambia et de propriétés immobilières évaluées à environ 2,5 millions d'euros.
La liste inclut également des véhicules de prestige. Une voiture Nissan a été vendue à un citoyen pour environ 30 € symboliques, selon des médias sénégalais. Somme jugée dérisoire par les Gambiens qui remettent en question les conditions de vente. Pour le moment, on ignore combien ces ventes ont rapporté. Le ministère de la Justice assure qu'il publiera la liste des acheteurs, les prix de chaque bien, sans omettre les transactions financières. L'opposition et la société civile dénoncent un manque de transparence ainsi qu'un bradage des biens au profit des acheteurs considérés comme proches des responsables du dossier. Après une période de flottement post-transition, les relations entre Libreville et Luanda connaissent un nouveau souffle. Le 12 mai, le président angolais João Lourenço a effectué une visite officielle au Gabon, devenant ici le premier chef d'État reçu par Brice Clotaire Oligui Nguema depuis son élection qui a mis fin à 19 mois de transition. Une visite hautement symbolique signée d'un rapprochement stratégique entre les deux pays. Au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema a lui-même effectué le déplacement à l'aéroport Léon Mba de Libreville pour accueillir son hôte João Lourenço. Les deux hommes tout sourire se sont ensuite rendus au palais présidentiel pour un entretien suivi par une conférence de presse conjointe. Cette complicité était impossible au lendemain du coup d'État du 30 août 2023 qui avait renversé le régime d'Ali Bongo. Brice Oligui Nguema, qui s'était emparé du pouvoir, avait aussitôt entamé une tournée régionale pour s'expliquer et solliciter le soutien des dirigeants de la région. João Lourenço, le président angolais, fut à cette période l'unique chef d'État ayant refusé de le recevoir. Le président angolais disait être attaché aux principes de l'Union africaine qui condamne toute prise de pouvoir par la force. Libreville et Luanda ont frôlé la rupture des relations diplomatiques. Tout est désormais rentré dans l'ordre. Le 30 avril dernier, l'Union africaine, dont João Lourenço est le président en exercice, a levé toutes ses sanctions contre le Gabon. Le président angolais est donc venu saluer le retour à l'ordre constitutionnel au Gabon. Le bon déroulement des élections ici au Gabon a été un bon exemple en Afrique, a notamment déclaré le président angolais qui a invité son homologue gabonais à effectuer une visite officielle à Luanda. Donald Trump entame ce mardi 13 mai une tournée au Moyen-Orient avec une première étape à Riyad. Cette visite marque le retour sur la scène internationale d'un ancien président américain qui, depuis 8 ans, entretient les liens étroits avec l'Arabie saoudite. Au-delà des intérêts économiques, c'est aussi une relation personnelle et stratégique que Trump compte réactiver. Dès son premier mandat, Donald Trump avait choisi l'Arabie saoudite pour sa première visite programmée à l'étranger. Chez celui qu'il considère comme un ami, le souverain Mohammed Ben Salman sous les ordures. Riyad avait acheté pour des dizaines de milliards de dollars d'armes américaines et Washington fermait les yeux sur les meurtres du journaliste Jamal. 8 ans plus tard, la formule reste intacte. Une visite américaine consacra une alliance stratégique avec le Royaume contre des investissements massifs. La presse américaine évoque des contrats d'une valeur de plus de 600 milliards de dollars promis aux côtés saoudiens dans l'IA, les semi-conducteurs et les infrastructures, peut-être 1000 milliards même pour le président Trump qui aime les chiffres ronds. La Trump Organisation tire profit de cette attente puisque plusieurs projets immobiliers doivent être dévoilés. Par ailleurs, entre les deux pays, il y a toujours les négociations en cours pour l'accession de l'Arabie saoudite à des capacités nucléaires civiles. L'activisme diplomatique américain dans la région trouvera à Riyad un terrain propice pour discuter de nombreux dossiers brutals, notamment de l'Iran. Donald Trump a promis de grandes annonces. Est-ce qu'elles concerneront Gaza, la normalisation avec Israël? Le mystère est savamment entretenu et les attentes dans la région sont immenses. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information est en continu sur Tchad Info et ses différentes plateformes.